Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus. Avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde, le chanteur et musicien Oxor. Bienvenue à vous. Vous êtes compositeur-interprète. Votre premier EP s'appelle Afia, album réalisé avec les artistes marocains Rasté et Playlist. Votre nouveau single a pour titre Youm Wara Youm, jour après jour. Et vous sortez la semaine prochaine, le 18 décembre, une live session, captation vidéo. On va en parler avec nous également Feredoun et Roshan Garajdagui. Bienvenue à tous les deux. Le père et le fils, Feredoun au fourneau, Roshan à la dégustation et à la transmission. Votre livre de recettes a pour titre Cuisine familiale d'Iran, les carnets de recettes d'une famille perse. C'est aux éditions Solar. Et pour la danse et l'opéra, Abou Lagra, bienvenue. Vous êtes chorégraphe. Vous réinventez Carmen de Georges Bizet pour 13 danseuses et danseurs du ballet de l'Opéra de Tunis. Et vous co-dirigez avec Nawel Haït Benalla la compagnie Baraka. Alors, on commence avec vous et la danse dans l'œuvre de Georges Bizet au 19e siècle. Carmen, on rappelle un peu l'histoire. C'est une gitane séductrice de Séville dont le charme n'échappe pas au brigadier Don José qui en tombe fou amoureux. Opéra créé en 1878, c'est l'opéra, on le dit en passant, le plus représenté dans le monde. On regarde un extrait de votre Carmen à vous. Un spectacle et une performance époustouflante. Quelle version de Carmen avez-vous voulu créer pour nous, le public, et comment est-ce que vous avez revisité ce grand classique de l'opéra? Alors déjà, je l'ai créé pour pas n'importe quelle compagnie au monde, ouais, pour le ballet de l'Opéra de Tunis, qui pour la première fois a voulu traverser cette aventure avec moi, et il me semblait important de parler de liberté. Ouais. Avant tout, et de corps qui circulent, ouais, surtout aujourd'hui. Ouais. Des corps des corps qui circulent entre les deux rives de la Méditerranée, entre le Maghreb, ouais, et l'Europe. Pourquoi surtout aujourd'hui ? Parce que les danseurs, les artistes en Tunisie, en tout cas, sont libres de leur mouvement, et sont libres de circuler aujourd'hui. Et ça, c'est très, très important. Des hommes et des femmes dansent ensemble. On est dans un pays musulman. Et il me semblait intéressant de dire que, justement, cette Carmen, on était tous des Carmen. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Alors, pour vous, le personnage de Carmen n'est pas seulement, et pas du tout d'ailleurs un corps fantasmé, désiré par les hommes. Elle représente donc la liberté. Alors, dans l'opéra de Bizet, la liberté de Carmen, elle entraîne sa mort. C'est un féminicide. Comment est-ce que vous avez composé avec cette donnée ? Qu'est-ce que vous avez apporté pour vous, j'allais dire, pas différencier, mais pour vous approprier quelque peu cette œuvre universelle? J'ai pris quelques libertés, ouais, aussi. Et donc, en effet, impossible pour moi d'accepter le féminicide. Aujourd'hui, en 2025, bientôt 26, ouais, donc je ne tue pas Carmen. Je ne dis pas comment ça se termine. Voilà. On ne dit pas comment ça se termine, mais la fin, c'est la vôtre. Et vous dites donc, nous sommes toutes et tous des Carmen, nous avons tous le droit d'être nous-mêmes. Il est important de le faire entendre dans les pays arabes. Alors, j'ai retrouvé une phrase en préparant cette entrevue avec vous. L'œuvre de Bizet, elle est inspirée d'une nouvelle écrite par Prosper Mérimée, on le sait. Et dans cette nouvelle originale, on voit, écrite à la première page, de la citation du poète grec antique, Paladas. Je vous la lis. « Toute femme est comme le fiel, mais elle a deux bonnes heures, une au lit, l'autre à sa mort. » Terrible, heureusement qu'on a gardé la musique de Carmen et non pas cette vision de la femme. Quelle horreur, mon Dieu. Non, c'est une phrase qui est horrible. Non, mais quand on la lit et quand on voit votre spectacle, on se dit effectivement... On est loin, loin de tout ça. On est loin de tout ça, on est avant tout dans la liberté. Et puis il y a aussi, il y a derrière ça, il y a le théâtre de l'Opéra de Tunis qui est producteur.
Mais il y a aussi un ministère de la Culture, le ministère de la Culture tunisienne, qui permet à la jeunesse aujourd'hui, et ça c'est très important de le dire, dans toute la Tunisie, les accompagne dans l'art, c'est-à-dire dans la danse, dans tous les arts d'ailleurs, la musique. Et ça c'est très important, et puis de permettre aux artistes de partir pour revenir. Alors la danse, justement, opéra dansé, vous associez les codes du ballet classique pour écrire cette pièce audacieuse. Quelle danse avez-vous souhaité? On voit ces mouvements, cette amplitude, avec parfois des surgissements, des mouvements de masse aussi. Ouais, j'utilise le bagage des danseurs, parce qu'ici en Europe, ballet c'est classique. Ouais. Et en Tunisie, le ballet de l'Opéra Tunis, c'est plutôt des danseurs, on pourrait l'appeler ballet contemporain. C'est des danseurs hip-hop, c'est des danseurs contemporains, c'est des gens très engagés et surtout très sensuels. Ouais. On n'oublie pas qu'au Maghreb, les gens ont cette sensualité naturelle. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Ouais. Alors avec la compagnie Baraka, outre donc Carmen, vous organisez des résidences d'artistes à la Chapelle d'Annonay en France, dont récemment un des danseurs de l'Opéra de Tunis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Pourquoi ce projet vous tient à cœur? On s'est installé là-bas, en Ardèche, à Annonay, à 1 heure de Lyon, dans un bijou du XVIIe siècle. On voit des images, très belles images, et la danse qui s'empare de cet endroit. Avec Nawal qui est en train de danser, d'ailleurs. C'est assez incroyable. En fait, la boucle est bouclée. Je suis né en France, d'origine algérienne. Ouais. Je vais travailler en Tunisie. Je travaille aussi de temps en temps avec le Maroc. Ouais. Et je travaille dans une chapelle. Ouais. Donc, vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Voilà, en tout cas, pour ces belles images et ce projet, je signale aussi que vous allez remonter sur scène à l'occasion du festival L'Équipé pour interpréter votre nouvelle création, ma récréation. Ça va, vous êtes en forme? Parce que quand on voit les images, ça demande de l'entraînement quand même. Ça demande. À 55 ans, c'est très, 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 très courageux d'y aller. Avant les fêtes de fin d'année. Après les fêtes, je ferai un petit régime. Voilà, c'est ça. Carmen, en tous les cas, magistral spectacle. On va maintenant voyager à travers la cuisine iranienne. Feridun Garajdaghi, c'est l'une des meilleures du monde, selon vous? Ah, je ne peux pas dire ça. Mais en tout cas, c'est une cuisine assez riche et originale. Ouais. Et si on compare déjà par rapport aux pays qui sont autour de l'Iran, il y a des particularités qui sont assez remarquables, je pense. Alors lesquelles, par exemple? Il y a des incontournables. Des ingrédients incontournables. D'abord, les ingrédients, c'est vrai que bon, on a en commun, par exemple, le riz avec les Indiens et les Pakistanais, par exemple. Ouais, avec le safran. Le safran aussi, quoique le safran iranien, c'est autre chose. Bon. Mais ceci dit, autant toutes ces cuisines autour de l'Iran, ils utilisent des épices assez fortes. Hein. Chez nous, en Iran, c'est toujours très doux. Ouais. Alors, les épices, c'est un peu le safran, le curcuma, la cardamome. Cannelle. Ou de la cannelle, tout ça. Donc, c'est assez doux. Et puis, autre chose qu'on cherche, qui est très recherché en Iran, c'est le goût acide. D'ailleurs, nulle part dans le monde, je connais une cuisine où on utilise de l'acidité. Vous parlez de la grenade? Notamment. Pas seulement grenade. Pas seulement. Moi, la grenade, ça me fascine dans les plats iraniens. Le jus de grenade, c'est vrai. Ouais. Mais il y a aussi ces citrons séchés qu'on appelle limon-amoni, ou le verjus, qui est le jus du raisin vert, pas mûr. Et vous aimez, vous, ça, Rochane? Ouais, vous avez eu du mal étant petit, parce que vous êtes né en France. J'ai baigné là-dedans depuis tout petit, effectivement, d'abord avec ma maman qui tenait les fourneaux. C'est un hommage à votre mère, d'ailleurs, disparue, paix à son âme, que vous... Ouais. C'est pour ça que vous faites ce projet aussi. Absolument aussi, parce qu'effectivement, ça a été un peu l'élément déclencheur. Effectivement, ça a été le décès de ma maman il y a quelques années de ça. Il faut savoir que ma maman, elle cuisinait avec énormément de passion, énormément de générosité, de talent, comme ça, pour la famille, pour les amis. Et au moment où elle nous a quittés, je me suis dit, mais mon Dieu, là, on perd tout un héritage, tout un savoir-faire. Mais fort heureusement, mon papa a pris le relais, mais avec le même talent, la même générosité, et en se mettant à cuisiner comme ça pour la famille et les amis. Et je me suis dit, on va pas faire la même erreur une deuxième fois. Je lui ai dit, papa, tout de suite, s'il te plaît. Avant que je meure. Longue vie à vous. Ouais, longue vie. J'ai tenu jusque-là, mais bon. Il nous a transmis ses recettes, juste pour la famille, une vingtaine de recettes au départ, et c'est comme ça qu'est né ce livre, finalement. Qui est un hommage. Il y a notamment le terme générique pour désigner les ragoûts, qu'on trouve d'ailleurs aussi en Turquie. Le korech, plat traditionnel et populaire iranien, on le trouve vraiment dans tous les coins de rue normalement? C'était en Iran. Ouais. Les korech, c'est
quand même la famille de plats principale en Iran. C'est vrai, c'est ça qui est très, très connu. Il y a peut-être une quinzaine. On peut comparer au tagine marocain, par exemple. Mais je ne connais pas assez les tagines. Mais là, il y a vraiment il y a beaucoup de... Ça vient du mot khordan qui veut dire manger, c'est ça, je prononce bien? Oui, c'est ça. Khordan, manger, L'origine, c'est le même mot, effectivement. Et vous, pourquoi c'était important cette expérience et ce livre? On évoque la famille, c'est-à-dire qu'à la fois recevoir est important pour vous, Rochane, pour vous de transmettre ça. Moi, en fait, oui, dans un premier temps, avant qu'on pense au bouquin, parce que c'est Rochane qui a pensé à le faire, enfin, de transformer en bouquin, j'avais fait déjà des recettes, une trentaine de recettes, que j'avais distribuées aux jeunes de la famille. Mes fils, mes neveux, nièces, etc. Et puis, il y a Rochane qui est venu en disant « Mais écoute, on y va, vas-y. » Et puis, il a réussi à ouvrir la porte d'une maison d'édition, qui est Solar, qui est assez connue. Et donc, à partir de là, c'est parti, quoi. Juste une réaction à tous les deux. C'est vrai que c'est une cuisine qui gagnerait à être connue, surtout à être goûtée. Elle n'est pas forcément connue du grand public dans le monde francophone. En tout cas, peut-être du côté de Montréal, je parle sous votre contrôle, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dans le monde anglo-saxon. Ça donne envie? Absolument. Et je suis très curieux de connaître un peu les similitudes entre le tagine marocain, justement. Et le khoresh, oui. Moi, je peux vous en trouver une similitude, mais là encore, il y a une petite différence. Les baklawa, par exemple, baklava, en fait, on pense que ça vient du Maghreb ou du Moyen-Orient ou du Liban, mais c'est un plat typiquement qui vient de l'Empire ottoman et de l'Empire perse, notamment. Un dessert, une douceur. Mais c'est de la fleur de rose. En fait, les Turcs, les Libanais, ces régions, même les pays de Maghreb, ils ont du baklava, mais le baklava iranien, c'est différent. C'est différent. Il y a des parties communes, c'est la pâte feuilletée, etc. Bien sûr. Mais après, ce qu'on met dedans, on utilise beaucoup l'eau de rose pour ça. L'eau de rose. Et donc, et puis la cardamome, ce que les autres pays n'utilisent pas, je pense. Il y a beaucoup de nuances de baklava. Moi, sur la cuisine. J'ai eu la chance de goûter une fois et j'ai trouvé ça très savoureux, très savoureux. Ah, d'accord. Et il y a quand même des similitudes avec la cuisine marocaine qui est très savoureuse aussi. Et très raffinée, par contre. C'est vrai que c'est très raffiné, la cuisine. Il y a cette particularité qu'effectivement, la cuisine iranienne n'est absolument pas pimentée, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et moi, si on me demande comment la qualifier, je dirais que c'est une cuisine qui est vraiment douce. Qui est subtile et douce. Il y a énormément, effectivement, d'épices, mais d'épices douces. Ça vous rappelle l'Iran? Vous qui êtes déjà allé, même si c'est beaucoup plus compliqué en ce moment. C'est difficile. Moi, j'ai grandi en France. Mais est-ce que c'est un lien? Est-ce que la gastronomie et la cuisine, ça permet de rattacher justement à des racines, à un pays parfois rêvé, parfois qui manque? Oui, mais surtout aussi la famille. Pour le coup, moi, ça a été plutôt la famille, puisque pour le coup, j'ai toujours vécu éloigné de l'Iran, par la force des choses, étant né et ayant grandi en France. Mais par contre, les repas iraniens, c'est toujours été chez nous une occasion de réunir la famille. Et là, pour le coup, c'est 15, 20, 25. C'est quoi le plat typique pour le Nouvel An, par exemple, Nowruz? C'est quoi le plat qu'il ne faut absolument pas? Nowruz, c'est le printemps. Il y a la dinde de Noël. Et en Iran, il y a quoi? Du printemps. Nowruz, c'est le printemps et symboliquement, tout ce qui est vert, on cherche même dans la cuisine, donc des herbes fines. Donc il y a en particulier un riz composite, enfin un riz qui intègre des fines herbes. Et donc ça, c'est le plat principal qu'on sert avec un poisson. En Iran, le poisson n'est pas très consommé, sauf pour ce plat. Pour cette occasion-là, peut-être une fois par an. Vous voyez, donc, il y a des exceptions en Iran, bien sûr, le nord et le sud, on en mange, mais disons dans la partie centrale de l'Iran, le poisson est très peu consommé, sauf pour le Nowruz. J'en profite parce que dans cette émission, nous avons déjà évidemment parlé de l'Iran. On verra tout à l'heure à travers votre coup de cœur que c'était un pays qui reste toujours présent, aussi culturellement pour vous, et pas que culinairement, quoique la gastronomie en fait partie. Est-ce que vous gardez de l'espoir? Je crois que vous n'avez pas forcément tous les deux le même état d'esprit vis-à-vis de la situation en Iran. Vous êtes plutôt, vous, assez pessimiste? Bon, moi, j'ai cette tendance à être un peu résigné, peut-être un peu trop. Alors, au fond de moi, bien sûr, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir retourner en Iran en tant que touriste, parce que j'y ai été que quelques fois jusqu'à présent. J'espère que les choses, effectivement, vont s'améliorer.
Bon, l'avenir le dira. Je ne suis pas sûr qu'effectivement ça se fasse, en tout cas très rapidement. Et Feridun Garage Dagui, moi ce que je découvre avec vous aussi, c'est que pour le commun des mortels, tous les Iraniens en France, alors ils ne sont pas nombreux, on n'a pas d'estimation, mais ou les Franco-Iraniens, on a le sentiment que tous les Iraniens en France sont venus au moment de la révolution islamique en 1979 en tant que réfugiés, qu'exilés, alors que vous... À l'exception de notre invité ici présent. de moi et quelques amis. Vous êtes arrivé en quelle année? En fait, moi, en 1964, donc je suis venu en France. À l'époque, il n'y avait que des élèves d'un lycée franco-iranien à Téhéran, qui, une fois terminés, donc ils avaient leur bac pour faire des études. Ils venaient donc naturellement en France. Les autres allaient en Angleterre, en Allemagne, etc. Mais nous, les élèves de ce lycée, on est venus ici. Donc, avant la Révolution, c'était uniquement, on peut dire, des personnes de cette école-là. Et donc c'était bien avancé. Mais après, bon, il y a eu la Révolution et puis il y avait une ruée de gens qui sont venus, ils ont fui le pays. Et qui ont fui l'Iran. Voilà donc pour ce livre qui nous donne aussi l'occasion de découvrir ce pays différemment, loin du prisme de l'actualité. Cuisine familiale, Iran, les carnets de recettes d'une famille perse, c'est aux éditions Solar. La musique à présent avec vous, on en avait tout à l'heure de la musique. On va découvrir maintenant le style d'Oxor avec votre nouveau single Yum Wara Yum, jour après jour, musique. Non, don't you never ever fall in love with me. Baby, c'est un venin, ça ne fait que souffrir. Yum Wara Yum, Yum Wara Yum, Yum Wara Yum, Yum Wara Yum. وباقي سارح ضوى ونجوم الليل وباقي تالف. Sometimes I believe that I'm a savage, but sometimes I believe that I'm the saddest. Yeah, I'm the saddest. You told me you don't wanna be alone, but I don't really think that I wanna be a remedy. J'ai besoin d'avancer là, la main dans just below. Even if I promise that you're gonna be the one for me. Yum Wara Yum, en anglais, en arabe, d'Alija marocain et en français. Donc, que raconte cette chanson? On a entendu parler de venin qui fait souffrir, c'est bien ça? Absolument, c'est une métaphore pour parler d'un amour toxique éventuellement. Donc justement, la chanson, elle parle d'un amour impossible et qui peut malheureusement pas être abouti, une relation qui peut pas être aboutie parce que c'est mauvais timing, parce qu'il y a un des deux partenaires qui n'est pas prêt, malgré l'attraction intense. Le désir. Voilà, c'est ça, exactement. Vous abordez aussi d'autres sujets, notamment la quête de soi, la nostalgie aussi? Tout à fait. En fait, pour moi, ce son-là de Yom Wara Yom, il rassemble un peu tous ces axes-là parce que justement, ça rappelle un peu que, que les opportunités de la vie, l'envie d'entretenir une passion ou juste des rencontres comme ça peut changer plein de choses et ça peut impacter aussi des relations amoureuses. Et sinon, sur mes chansons en général, ça peut parler d'amour, ça peut parler aussi de quête de soi. C'est quoi la patte musicale d'Oxor? On parle de vous parfois de sons afro-gnawa, de néo-shahabi. On voit du R&B aussi un peu tout de même. Absolument. Vous faites plaisir. C'est ça, exactement. En fait, moi, historiquement, j'ai grandi dans une culture qui est très riche musicalement. J'ai grandi avec les parents qui écoutent Keltoum, Fayrouz, Abdel Halim, puis après... On a grandi avec des oncles et des cousins francophones qui nous ont initiés un peu à l'R&B ou même à la chanson française. Et puis après, on fait nos propres goûts avec tout ce qui est contemporain et même urbain, que ça soit le rap, le R&B. Quand je dis Shahabi, c'est que vous avez aimé, j'imagine, vous étiez sans doute jeune, mais Chab Hasni en Algérie. Et on retrouve un peu cette nostalgie, cette mélodie dans les chansons, certaines chansons d'amour du regretté Chab Hasni. Absolument, ça me flatte. Limite, je suis embarrassé de me comparer aussi au roi de la musique sentimentale maghrébine, mais oui, ça me fait trop plaisir. Pop, afro et musique traditionnelle, comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous revisitez? Il y a notamment la semaine prochaine, donc un moment important d'ailleurs dans votre carrière, votre jeune carrière, Live Session, captation vidéo. Prêt? Tout à fait, parce que du coup, en fait, moi je prépare aussi mes chansons avec mon équipe, avec mon producteur Gustavo Magat et avec plein d'autres musiciens très talentueux. Et en fait, moi j'adore le live
Et j'ai envie aussi donc d'exporter et de ramener ça au public sur les écrans. Donc avec cette captation vidéo, c'est un cocktail, c'est un medley de toutes les chansons que j'ai sorties cette année. Il y a des chansons de l'EP Afia que j'ai sorties en juin. Et puis voilà, c'est cinq morceaux que j'ai interprétés avec donc un batteur, donc Adrien Verger, et puis avec Iman et Maya, les vocalistes. Et puis voilà, ça va être sympa. Il y a beaucoup d'improvisation, il y a des solos de guitare, beaucoup de spontanéité. Et on aura l'occasion tout à l'heure, en fin d'émission, de vous entendre sur le plateau de MOE. On passe maintenant, chers invités, à vos coups de cœur. C'est notre séquence atmosphère. Aboulagra, on commence avec vous. Vous avez choisi Alexandre Fandard. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet artiste? On peut le dire pluridisciplinaire, chorégraphe, metteur en scène, peintre aussi. Ouais. Un danseur qui danse déjà avec beaucoup de passion. Et en fait, c'est comme un lutteur. Ouais, on le Alexandre voit Fandard, en mouvement. Ouais. Ce que j'aime, il peint, c'est merveilleux, c'est abstrait. Et on a l'impression qu'en fait, il met tellement de mouvements dans ses peintures. Qu'on a l'impression de voir une bataille. Il fait un truc aussi assez incroyable, c'est qu'il donne des coups de fouet sur ses peintures. Ah oui. Il les lacère complètement. Et en fait, ça donne un truc vraiment... D'ailleurs, il se définit comme artiste plasticien des arts vivants. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alexandre Fandard, Feridun Neroshan Garajdaghi, pour le moment cinéma de cette émission, un simple accident du réalisateur iranien Jafar Panahi, qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes cette année. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film du cinéaste iranien? En fait, disons, c'est un film qui est très engagé politiquement. Donc, il y a une charge implacable contre le régime, et c'est ça qui est très appréciable. Donc, on apprécie beaucoup ce contenu, et on est très content qu'il a été primé. Par contre, sur un plan purement cinématographique, parce que bon, compte tenu des conditions de réalisation de ce film, il ne fallait pas s'attendre à un film du genre ce qu'on trouve en Europe ou aux États-Unis, etc. Donc, avec un budget vraiment quasi zéro, des acteurs amateurs et tout ça tourné en clandestinité, dans un milieu fermé, etc. Donc, c'est une prouesse, il faut recontextualiser. Un mot sur le film? Non, mais justement, je crois savoir, Mohamed, vous aviez dit que vous aimiez le cinéma iranien. Beaucoup, du coup, voilà, ça tombait bien. Je pense que c'était un hommage, pas seulement d'ailleurs à Jafar Panahi, à tous ces réalisateurs iraniens, tout le courage qu'ils peuvent avoir. Il y a eu Mohammad Rasoulov précédemment et bien d'autres. Être capable, effectivement, dans le pays, dans l'Iran actuel, de tourner des films comme ceci, très engagés. C'est beaucoup de courage et voilà, je tenais à effectivement... C'est un cinéma exceptionnel. Oxor Tinidesk, chanteur canado-soudanais. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet artiste et de sa musique? Absolument. Des quelques notes de Stay Alive. Absolument. Donc Mustapha, c'est un artiste très inspirant, donc qui met en avant et qui utilise beaucoup les sonorités de son pays d'origine, donc le Soudan. Une pensée au peuple soudanais, congolais, palestinien et tous les peuples réprimés du monde. Et donc là, c'est très émouvant pour moi, cette performance avec les instruments et surtout aussi les chanteuses qui sont avec lui, qui reprennent un peu ces ambiances de folkloriques et ça donne limite des frissons. Et après, ce qui est très sympa dans cette performance, c'est un peu toutes les poésies d'introduction qu'il met avant chaque morceau. Voilà, qui mérite d'être découvert. Absolument. Donc, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir. Merci à vous d'être fidèles à MOE. Retrouvez-nous quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde Plus. On se retrouve pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express la semaine prochaine. On va se quitter en musique avec Ya Omri de Oxor. D'Oxor Musique. Change like the seasons. Is this why you got inside? Troubles and treason, or just love me better? I'm losing my feathers. Our bodies were like cocktails. Barely mad, you got me locked up in my mind. Killed an insect, there's who I am. Giving up on myself and I can't decide to be free. No longer trapped in your eyes. Yeah, how many
عمري يا 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 عمري Merci.